vigilante law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? Not when there's 3 of them and 1 of me. Spéculation by SoFilm, le podcast d'Emmanuel Burdeau. Nouvel épisode aujourd'hui. Jonathan Glazer, La zone d'intérêt, un film qui a provoqué beaucoup de discussions critiques et qui marche très bien en salle, qui provoque aussi de nombreuses réactions de spectateurs. Et à Dijon, nous le montrions la semaine dernière en présence d'un historien du cinéma, Ophir Lévy. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que, Emmanuel, tu l'as découvert pour la première fois. Écoute, je te laisse commencer parce que je crois que tu veux nous parler un peu justement des moments de découverte des films de Glazer. Oui, bonjour. Non, je trouve que c'est bien de dire avec, peut-être en particulier là, comme le sujet est évidemment pas n'importe lequel, de dire avec quelle matière on travaille. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus qu'avant la possibilité de revoir les films. Bon. Donc, d'abord, j'ai vu pour la première fois pendant les vacances de Noël le premier film de Jonathan Glazer, je ne suis même pas sûr qu'il soit sorti en France à l'époque, Sexy Beast, avec entre autres Ben Kingsley. Et puis, vendredi soir, donc à l'Eldo, j'ai découvert La zone d'intérêt, tu le disais. Ce week-end, j'ai revu, que je n'avais pas revu depuis la sortie, donc avec beaucoup d'appréhension, La liste de Schindler, hein, qui est quand même un film auquel, disons, parmi les films assez récents, bon voilà, la comparaison peut se faire. J'ai relu en même temps, parce que bon, ça remonte tout ça, mais le double article qu'avait fait Camille Nevers dans les cahiers à l'époque, donc début 94. J'ai revu Under the Skin, le film précédent de Jonathan Glazer, et j'ai revu la moitié de Birth, que j'avais. Ces deux films que je les avais vus à l'époque, mais je les avais pas revus depuis. Bon. Et puis, bon, j'ai écouté aussi, parce que tu le dis, il s'est dit pas mal de choses autour de La zone d'intérêt, donc j'ai écouté plusieurs émissions, plusieurs podcasts, aussi bien l'Esprit critique de Mediapart, que Sortie de secours, que l'émission de France Culture de Marc Waxman, à laquelle participait d'ailleurs Ophir Lévy. Non, je dis ça parce qu'évidemment, dans les commentaires qu'on a entendus jusqu'ici, nous on arrive un tout petit peu, si on peut dire, un tout petit peu en décalé, mais en même temps, c'est bien aussi de disposer d'un certain nombre de discours déjà par rapport auquel on peut se situer. Il y a évidemment deux façons de voir ce film. J'ai le sentiment qu'il y en a une qui l'emporte jusqu'à présent, et on peut le comprendre hein, de façon écrasante sur l'autre, c'est dans la série des films sur la Shoah. Mais on peut aussi voir le film comme un film de Jonathan Glazer, comme son 4e film en 25 ans, donc c'est quelqu'un qui fait des films quasiment à un rythme kubrickien. Et c'est vrai que selon qu'on le voit dans une perspective ou dans l'autre, je dirais que c'est un film différent. Voilà. Donc je pense que et je crois qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. L'inscrire dans, disons, l'œuvre de Jonathan Glazer, à mon avis, comment dire, c'est pas simplement qu'il y a deux possibilités. Si on le voit comme un film de Jonathan Glazer, en pensant au rapport qu'il entretient avec ses films précédents, qui sont des rapports vraiment profonds et passionnants, je pense que ça permet aussi de le voir différemment comme film sur la Shoah, que ça peut apporter un éclairage qui j'espère, est profitable. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Moi, je dirais que ma première sensation, puisque tu parlais aussi, toi, de ta découverte, elle a été un peu paradoxale ou double, parce que comme il s'agit d'un cinéaste qui fait des films quasiment tous les 10 ans, on l'a pas forcément en tête et on le redécouvre en fait à chaque film. Et il s'agit de repenser les choses. Moi, la découverte de La zone d'intérêt, ça a été d'abord ce mélange à la fois un peu paradoxal je dirais presque d'admiration pour la précision, la méticulosité, la délicatesse avec laquelle il va s'attaquer à son objet. Et en même temps, dans sa mise en scène, je dirais qu'il y a quelque chose, moi, qui me paraît aller contre cette délicatesse. C'est une forme un peu je dirais presque de virilité ou de masculinité un peu mal dégrossie dans la géométrie des plans, dans la puissance des plongées, contre-plongées. Il y a quelque chose de très visible dans la redondance aussi. Et ça a été peut-être je dirais le premier sujet d'étonnement de ma part. Et
et puis, comme toi, je revois des films, Under the Skin, et je découvre Burst que je ne connaissais pas. Et là, soudain, je vois mille choses en miroir, qui se reflètent, qui résonnent. Ma première remarque, c'est, d'abord, il s'agit de films qui parlent de disparition. Tous les trois, je ne parle pas du tout premier, tous les trois de disparition et probablement même de catastrophe, y compris peut-être le premier Burst, de douleur, de catastrophe, de disparition. Il s'agit d'un cinéaste sérieux. Pardon, hein, je commence par des idées très très générales, mais sérieux et inquiet. Inquiet probablement soit du monde contemporain, soit d'un passé encore proche et encore chaud, encore vivace. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur alors qu'il s'agit de disparition dans la zone d'intérêt, c'est une évidence, mais dans les deux précédents, Birth et Under the Skin. Alors, Under the Skin, donc il y a des hommes qui disparaissent dans de l'eau, accompagnés par cette femme jouée par Scarlett Johansson, dont le mobile nous est jamais, qui s'avère ne pas être une femme, mais bon, on peut en parler. Et des hommes disparaissent dans l'eau, d'ailleurs, soit dans la mer une fois, elle assiste de manière impassible à une noyade, et sinon elle accompagne des hommes dont elle suscite l'intérêt par la potentialité d'un rapport sexuel, et qui soudain disparaissent dans une pièce remplie d'eau. Enfin, d'un liquide, parce que c'est pas, on n'est pas de liquide, oui, je dis de l'eau, effectivement, c'est du liquide. Et dans Burst, c'est l'histoire d'un deuil, quand le film commence, la mort a déjà eu lieu plusieurs années auparavant. Il s'agit d'une femme qui a perdu son premier mari et qui, au moment de se remarier des années plus tard, reçoit la visite d'un très jeune garçon de 10 ans qui prétend être la réincarnation de son premier mari. I am Sean. Il n'arrête pas de répéter cette phrase de manière hyper insistante et très très sûre de lui, avec un visage impassible. Et le film parle évidemment de disparition. Voilà. Ce qu'on fait, nous, ici, c'est un truc, pardon, mais qui, jusqu'à présent, n'a pas été fait. On est en train d'entrer dans la zone d'intérêt, pas par le sujet, mais par le cinéaste. Bon. Et moi, je dirais les choses un peu différemment de toi, même si je suis tout à fait d'accord. Pour moi, ce qui caractérise tous les films tous, il n'y en a que 4, je dirais même le premier, qui est une espèce de polar post-Tarantino, goguenard, déconnant, hyper violent, pas très bon, et très loin de ce qu'il a fait ensuite. Mais en même temps, il y a quand même déjà, je dirais, on va dire un monde coupé en deux. Le film commence, je le dis parce que je pense que peu de gens l'ont vu, ce film, en tout cas, peu de gens l'ont en tête. Ça se passe en Espagne, c'est un truand anglais. Jonathan Glazer, il ne faut jamais l'oublier, il est anglais. Il y a quand même quelque chose de très anglais aussi dans la zone d'intérêt. On pense même parfois aux photographies de Martin Parr, et ces gens qui sont comme ça, un peu affalés, tout ça. Bon, bref. Et donc, c'est un truand anglais qui s'est retiré en Espagne pour vivre la belle vie avec sa femme et un couple d'amis. Et puis, ça commence, l'eau. Évidemment, l'eau est hyper centrale chez Glazer. La zone d'intérêt, la rivière prise avec la poussière, des cendres et tout. L'eau est très importante. Et les éléments, je sais que tu veux en parler, les éléments sont sont très importants. L'eau, la neige, le feu, le froid, toujours. Et là, c'est vrai, quand on revoit Under the Skin, qui se termine par un plan où la neige tombe en même temps que la cendre, le chaud et le froid, et qu'on voit la zone d'intérêt, tout à coup, effectivement, des choses se mettent en place. Mais bon, 3 mots quand même sur donc, ce film Sexy Beast. Pas de blague. J'étais tenté. Donc le truand est en Espagne, il est au bord de sa piscine, il vit sa belle vie, et puis tout à coup, au début du film, il est avec un petit garçon d'ailleurs, qui est un voisin qui nettoie un peu sa piscine, mais qui est aussi un de ses copains. Tout à coup, une espèce d'énorme pierre, quasiment météorite, tombe dans la piscine et manque de le tuer. Voilà. Donc il y a une espèce de... Alors, ça résume pas mal ce qu'est le cinéma de Glazer. Bon, dans une deuxième partie, il va recevoir la visite de celui qui est sans doute le sexy beast du film, qui est Ben Kingsley, qui est un truand aussi, très à la fois hyper violent, incontrôlable et très séducteur, qui veut absolument qu'il participe à un dernier coup, et l'autre ne veut pas. Bon, bref. Mais souvent, voilà, l'idée, il y a un truc qui se tient à la lisière de l'humanité, disons, et qui y surgit de manière hyper violente, soit qui cherche à y entrer. Parce que si on refait un peu comme la liste des films, on peut. Burst, c'est donc ce jeune garçon qui essaye de se faire accepter
comme étant le mari de la personnage joué par Nicole Kidman, alors que contre toute apparence, puisqu'il a 10 ans, voilà, il essaye donc d'entrer dans ce monde qui ne veut pas de lui, et qui en même temps est fortement séduit par son aplomb, comme tu as dit. Under the Skin, ça m'avait moins frappé à la première vision, et j'étais frappé quand même par le caractère finalement assez lisible du scénario, ou de quelque chose dans le scénario. On peut se dire que, Scarlett Johansson est une extraterrestre venue, on ne sait pas pourquoi, mais pour tuer des hommes, et pas simplement pour les tuer, mais pour les vider de leurs entrailles et en faire des sacs vides. Hein. Il y a un plan comme ça où les entrailles sont évacuées sur un tapis roulant. Évidemment, là aussi, quand on voit la zone d'intérêt, on met les deux choses en rapport. Bon. Mais progressivement, elle va s'humaniser, ou elle va essayer de s'humaniser, d'ailleurs. Hein. Et finalement, elle n'y arrive pas. Hein. Elle fait une rencontre avec un homme un peu plus agréable qu'un autre, avec qui elle essaie d'avoir un rapport sexuel. Elle n'y arrive pas parce qu'elle n'est pas une femme. Elle braque sa lampe entre ses jambes, et une lampe entre les jambes, elle voit que c'est pas une femme. Bon. Donc ça marche. Il y a un moment aussi qui ne peut que nous frapper au regard de la zone d'intérêt. C'est le moment où, dans son travail d'humanisation, elle essaie de manger un gâteau au chocolat et elle recrache parce qu'elle n'a pas d'appareil digestif. Voilà, qui nous ramène évidemment à la fin de la zone d'intérêt où le personnage de Rudolf Höss essaye lui aussi de recracher quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, essaye de vomir. Hein, peut-être lui aussi pour devenir humain, et n'y arrive pas. Donc on a toujours je dirais comme ça, cette espèce c'est schématique, mais cette espèce d'humanité ou de monde coupé en deux, avec d'un côté humanité et inhumanité. Bon. Moi, je suis tout à fait d'accord. L'une des questions, de la zone d'intérêt, c'est que dans la zone d'intérêt, alors il y a plein de choses qui sont très différentes entre les deux films. Et je ne veux pas dire trop de choses d'abord, mais dans la grande différence, c'est qu'on ne peut pas dire évidemment que Rudolf Höss et sa femme Edwige sont désireux de rejoindre l'humanité. Ils s'en sont je dirais peut-être pas définitivement, mais ils s'en sont fermement coupés. Voilà. Mais on a toujours comme ça une espèce de monde, comme une sorte de juxtaposition de deux mondes. Et c'est très frappant, et j'espère qu'on va en reparler, puisque notre idée, là, c'est de faire 2 épisodes autour de ce film et de Glazer. C'est très frappant de voir, et c'est toi qui as attiré mon attention là-dessus, parce que tu as dit, j'ai revu Under the Skin, et ça... T'étais effaré de comment ça éclairait aussi la zone d'intérêt. Et dans Under the Skin, pour ceux qui n'ont peut-être pas le film en tête, il y a un certain dispositif qui, là aussi, anticipe d'une certaine façon sur la zone d'intérêt, puisque Scarlett Johansson conduit une camionnette dans les rues écossaises, et que manifestement, une partie du film est, disons, documentaire ou de type reportage, c'est-à-dire que c'est vraiment Scarlett Johansson, évidemment, qui se promène vraiment dans les rues, et elle voit les passants autour d'elle. Donc elle voit cette vie normale, cette vraie vie, quoi, se dérouler à côté d'elle, qui, elle n'en faisant pas partie, je dirais, à double titre, d'une part parce qu'elle est une créature, une extraterrestre, et puis d'autre part parce que c'est Scarlett Johansson, et qu'à la différence de la zone d'intérêt, la caméra est très souvent très proche d'elle. Beaucoup de gros plans sur ses lèvres, sur ses cheveux, etc. Donc on a déjà cette espèce de dispositif comme ça. Sauf que ce qui complique singulièrement les choses dans la zone d'intérêt, c'est que je dirais que le rapport entre humanité et inhumanité, là, c'est délicat, mais il est peut-être réversible. Hein, parce que l'humanité, c'est ce qui est de l'autre côté du mur. Ce sont... les Juifs qu'on extermine, mais qu'on extermine dans des conditions inhumaines, dans des conditions qu'on pourrait dire inhumaines, et on pourrait dire que l'humanité, c'est ce qui est de notre côté du mur, c'est cette famille, maintenant les conditions d'une domesticité tout à fait traditionnelle, quoi. Et dans Under the Skin aussi, il y a un moment où, lorsqu'elle est accueillie par cet homme plus sympathique que les autres, il y a un moment de domesticité pure, si je puis dire. Il fait la vaisselle, ils écoutent la radio, lui, il a sa jambe qui bouge en rythme, elle commence un petit peu aussi à avoir les doigts qui marquent le rythme, donc elle s'humanise, voilà. Donc je trouve que c'est vrai que c'est quand on voit les films, et puis là, ce ne sont que quelques éléments, on voit les choses différemment. Oui. Voilà. Pardon, j'ai été long, mais... Non, mais c'est très bien, et il y a d'autres éléments... il y en a d'autres, évidemment. Moi, il y a juste 2 éléments qui m'ont frappé en revoyant Under the Skin, c'est le rouge à lèvres et le manteau de fourrure, oui, qui... Alors, mais il faut être précis. Bien sûr. Non, mais donc, dans la zone d'intérêt, il s'agit d'objets volés aux Juifs qu'on va brûler, et qui atterrissent dans la maison
de Eus et de sa famille et de sa femme notamment. Et il y a un trafic comme ça, un commerce d'objets et de volés aux Juifs qui héritent quoi finalement. Enfin, qui atterrissent dans cette maison et la femme de Eus les utilise. Très tôt dans le film. Très tôt, oui, très tôt dans le film. Et les deux premiers objets qu'on voit, il s'agit d'un manteau de fourrure qui ressemble énormément à celui d'Under the Skin, tourné 10 ans auparavant, et d'un rouge à lèvres qu'elle va utiliser devant un miroir. Tandis que lorsque Hedwig essaye le manteau de fourrure, elle met les mains dans les poches, comme on le fait toujours quand on essaye un manteau, voilà. Et elle trouve au fond d'une poche un tube de rouge à lèvres. Et effectivement, dans Under the Skin, deux éléments, parmi d'autres, mais ils ne sont pas très nombreux, qui caractérisent le personnage de Scarlett Johansson, enfin qui n'est pas vraiment un personnage, mais... Oui, bref, ce qu'elle est dans le film, c'est effectivement un manteau de fourrure et un rouge à lèvres très, très présent. Il y a très nombreux plans sur ses lèvres et on sait que les lèvres de Scarlett Johansson sont un élément important de sa présence. C'est vrai que moi, ça m'a extrêmement frappé aussi. Mais plus largement, si on continue à faire un petit peu le tour et si on fait un peu de politique des auteurs sur Jonathan Glazer, pas simplement pour le plaisir de repérer des continuités, mais parce que ça nous permet de mieux comprendre ce film quand même très particulier qui est La Zone d'intérêt. On a parlé de l'eau, très importante. Il y a une scène dans Birth où le petit garçon rejoint Nicole Kidman dans la baignoire et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» L'eau est extrêmement présente, on l'a dit, dans Under the Skin, parce que c'est cette espèce de milieu aquatique dans lequel elle entraîne les hommes pour ensuite les aspirer comme des sacs. Et puis plus tard, lorsqu'elle se retrouve dans la forêt, alors la forêt aussi, la nature est un élément extrêmement important. Il filme New York dans Birth, un peu comme... C'est assez beau parce qu'il filme New York presque comme une forêt, en fait. Le film commence dans Central Park, quelqu'un qui court sous la neige. La neige est très présente aussi. Elle est très présente dans la zone d'intérêt. Hein. Le passage entre le passage des saisons, le froid, ça est très, 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 très présent. Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai un petit peu oublié, mais voilà, il y a des éléments comme ça. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais de ces deux sociétés, finalement, qui se côtoient. Voilà. Ces deux mondes qui se côtoient. Et moi, il me semble que Glazer, depuis Birth, nous dit une chose, c'est que la frontière entre ces deux sociétés, entre ces deux mondes, est mince. Elle est même parfois séparée d'une enveloppe très fine, qu'on pourrait appeler la peau. Un mur d'enceinte, tout simplement. Et parfois même... ces deux sociétés vont se retrouver dans la même enceinte. Alors évidemment, je pense, parce que ça me paraît essentiel et rétrospectivement, ce four crématoire qui est décrit à 2 reprises dans le film de Jonathan Glazer, la première fois sur plan, c'est-à-dire c'est inventé par des ingénieurs nazis. Lorsqu'il reçoit au début du film des ingénieurs qui lui proposent une méthode de perfectionnement de ce qui existe déjà. Eux, dans sa folie de rendement, dans son obsession du rendement, finalement commande aux ingénieurs ce four qui permet de fonctionner en continu. Comment c'est une espèce d'ovale, c'est-à-dire qu'à l'extrémité, au coin du four, on va brûler, et à l'autre extrémité est suffisamment éloignée pour pouvoir refroidir suffisamment pour qu'elle puisse faire l'objet d'une entrée par un être humain, évidemment un juif, qui viendrait vider les cendres, vider le four pour qu'il puisse continuer à fonctionner de manière continue. Et la deuxième apparition de ce four, il s'agit des quasi-derniers plans du film, où on le montre aujourd'hui en train d'être balayé par une femme qui enlève... Auschwitz devenu musée. Voilà, qui enlève de la poussière, mais c'est un tas de poussière qui rappelle la cendre, effectivement. Et cette frontière entre les deux mondes, il s'agit de l'interroger, elle est poreuse, elle est mince, il s'agit de Skin, sous la peau, le titre de son deuxième film, une surface froide, par exemple, le visage de l'enfant, peut cacher... Le visage de l'enfant dans Birth le visage de l'enfant dans Birth, qui est tout le temps impassible. Tout le temps, il a cette espèce de masque, quelle que soit l'émotion vécue, il a un masque de froideur. Et pourtant, à l'intérieur, ça bouillonne. Je pourrais presque dire que ça brûle. Donc, on voit que dans chacun des films, il est question d'un endroit froid et d'un endroit chaud où
de la douleur, de Oui, l'amour, des émotions, celles-là chaudes, mais qui peuvent être de la douleur, et pas n'importe laquelle, peut-être la plus atroce. Tout ça se côtoie, séparé par une fine pellicule. Alors moi, je pense à plein de choses, évidemment, mais de l'eau au feu, quelques pas de course rapide uniquement les séparent. Je pense, tu citais cette scène dans le bois d'Under the Skin. On peut passer de la douleur d'un viol en train de se commettre à un feu de manière très rapide. Sous la neige, d'ailleurs. On passe du liquide au feu très facilement. Alors moi, j'ai pensé à une chose, mais peut-être que je vais te laisser rebondir peut-être là-dessus avant de l'évoquer. Parce que j'ai pensé à un texte de Lévi-Strauss. Non, je t'en prie, vas-y. Je me suis rappelé d'un concept forgé par Lévi-Strauss, je crois, dans pas mal de textes, mais je me suis surtout rappelé d'un texte que j'avais lu où il était très inquiet, lui aussi, du devenir des sociétés. Ce concept est assez connu, il s'agit des sociétés froides et des sociétés chaudes. Alors je reprends mes notes pour pas dire de conneries, mais il invente cette opposition. Et cette opposition, elle est construite en fonction de la mémoire, c'est-à-dire en fonction de la capacité qu'ont les sociétés d'intégrer leur propre histoire. Soit ils l'intègrent, soit ils la rejettent. Une société chaude, c'est une société qui intègre dans sa manière collective d'habiter le monde, de vivre, etc., la mémoire. Une société froide, c'est une société qui va être plutôt dans le déni, qui va la rejeter, mais ce rejet va lui permettre de poursuivre son fonctionnement, c'est-à-dire, là, il va plutôt parler des sociétés qui se conservent en l'état. Alors, par exemple, la société de l'Ancien Régime, qui a réussi à garder sa structure pendant des siècles, une structure qui n'a pas évolué malgré la longueur de la période, contrairement aux sociétés contemporaines. Il parle des sociétés industrielles d'ailleurs comme de machines, de locomotives qui fournit, qui produit une espèce de carburant comme ça qui brûle, qui consume et qui est l'exemple même de la société chaude, puisqu'elle est constamment en train de produire de la mémoire, de l'avaler, de la régurgiter, etc. Et il me semble que le projet nazi, c'est un devenir de société froide. C'est-à-dire qu'il s'agit d'évacuer les histoires, et notamment les histoires des Juifs, au profit d'une histoire fausse, fabriquée, qui serait le roman national allemand. Je dis ça évidemment à dessein en référence à cette expression du roman national français. Mais il s'agit d'effacer les histoires divergentes. On sait à quel point le peuple juif a été le peuple divergent et qu'il a connu des pogroms, violences, suspicions, etc. pendant plus de 2000 ans. On voit qu'il s'agit d'éliminer les divergences, les histoires alternatives, etc., au profit d'un seul récit raciste. Et je pense que le Glazer nous parle énormément de ça. Je pense aussi qu'Under the Skin porte rétrospectivement la trace du film tourné 10 ans après, de la zone d'intérêt, mais porte la Shoah en lui. Cette jeune femme qui enlève sa peau, et on voit pas un monstre, mais disons une créature noire. C'est une créature pour le moins divergente ou alternative, puisque a priori elle n'appartient pas à l'humanité. Le peuple juif, d'une certaine manière, on lui a refusé son humanité depuis 2000 ans. Alors, donc il y a quelque chose là qui résonne, je pense, entre les deux films et qui me paraît passionnant au regard de l'histoire du peuple juif et de la Shoah. J'ajoute une dernière petite chose. Il me semble que c'est sans doute pas la seule référence, parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins quand même dans ces trois films. Et moi, j'ai le sentiment, notamment avec cette course dans le bois, la présence féminine, qu'il s'agit aussi de sorcières. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un parallèle fait entre la chasse aux sorcières et la chasse aux juifs dans le cinéma de Glazer, en tout cas dans ces deux derniers films. On a évoqué à plusieurs reprises la course sous la neige dans Central Park au début de Burst. Pour resituer un peu, Burst s'ouvre comme Under the Skin,
comme la zone d'intérêt, par un écran noir. Écran noir sur lequel on entend un homme, manifestement, qui est en situation de conférence, en gros, qui dit qu'il ne croit pas en la réincarnation, que si quelqu'un venait lui dire « je suis la réincarnation de machin », ou si un oiseau entrait en lui disant « je suis la réincarnation d'un tel », il n'y croirait pas. Et puis il dit « excusez-moi, je dois mettre fin à la discussion parce que je dois courir, il faut que je fasse une séance de course avant d'entrer chez moi ». Donc après, l'image arrive, on peut aussi considérer qu'un écran noir, c'est déjà une image. Enfin, l'image, bref, on le voit courir sous la neige, et puis sous l'arche d'un pont, il meurt. Voilà. C'est juste pour resituer le truc, et c'est lui, le mari de Nicole Kidman, dont 10 ans plus tard, un garçon portant le même prénom que lui va prétendre affirmer, avec tout l'aplomb que tu as dit, être la réincarnation. Et pour reprendre un peu ce que tu as dit, enfin, essayer... parce que je suis pas sûr Enfin non, c'était passionnant, mais c'est vrai que le cinéma de Glaser, il est par sa mise en scène extrêmement froid, disons, plan fixe, une grande indifférence, et en même temps, ce qu'il manie, c'est beaucoup justement le chaud et le froid, la neige et la fumée, la neige et le feu, bon bref, etc. Alors, moi, ce que je peux essayer de dire, mais c'est la différence de perception quand même, parce qu'évidemment, ce qui est intéressant lorsqu'on voit Under the Skin et la zone d'intérêt, c'est de voir la continuité et de voir la discontinuité. Pour moi, il y a une grande différence entre les deux films, en tout cas dans la perception que j'en ai. Non, ce que je voulais ajouter, d'abord, puisque tu parlais de ce qu'il peut y avoir, disons, de divergent ou d'inacceptable pour l'humanité commune, entre guillemets, il faut se souvenir que et alors là, c'est quand même un peu particulier, mais je le raconte, il faut se souvenir de ce qui, dans Under the Skin, d'une certaine façon, provoque ou enclenche ce que l'on comprend comme étant le désir de cette créature de rejoindre l'humanité, de manger du gâteau au chocolat, de prendre le bus, de peut-être habiter avec quelqu'un. C'est que parmi les hommes qu'elle prend en stop dans son bus, dans son camion pour les vider comme des sacs, il en est un qu'elle prend qui est absolument difforme, qui est une sorte d'éléphant man. Et la scène, je crois, est faite de telle manière que l'on comprenne que cette difformité, elle ne la voit pas. Et ce qu'on comprend sans doute, c'est que comme elle-même n'est pas humaine, elle n'est pas sensible aux canons selon lesquels, dans les sociétés, on fait une différence entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc elle se comporte avec lui comme avec n'importe qui, et lui en est manifestement étonné. C'est vraiment un homme, c'est vraiment Elephant Man, je le dis pour que les gens voient un peu sa tête, quoi. Et cet homme, pour une fois, elle l'épargne. Elle l'emmène dans ce long couloir noir avec cette espèce d'eau un peu pétroleuse, là, comme ça, sauf qu'elle l'épargne. On le voit d'ailleurs, il ressort, alors il est nu, il va pas faire long feu, si je puis dire, puisque le motard, qui est un peu je sais pas quoi, l'accompagnateur de Scarlett Johansson, va le récupérer, mais elle l'épargne. Et on se dit que voilà, que sa porte d'entrée, ça a été ça. Ça a été... Alors, on se le dit parce qu'il n'y a pas d'explication. Sa sensibilité, ça a été que elle n'a pas vu sa difformité, mais que peut-être là, elle a fait une rencontre. Bon, voilà. Je voulais indiquer ça dans la continuité de ce que tu dis. Cela étant, si on essaye d'entrer maintenant plus précisément dans la zone d'intérêt, dont je pense que malgré tout, on a déjà dit pas mal de choses. Le dispositif de la zone d'intérêt, tout le monde l'a décrit, je vais quand même le redécrire, mais je vais peut-être essayer d'y ajouter 2 ou 3 choses. On a d'un côté la villa de Rudolf Höss et de sa femme, qui est tout à fait attenante, contiguë au camp d'Auschwitz. Enfin, je crois d'ailleurs que c'est Auschwitz I, puisqu'il y a Auschwitz I et Auschwitz III. Comme tout le monde l'a dit, nous n'entrerons jamais, sauf à une exception près, mais bon, bref, nous n'entrerons jamais dans le camp, et le camp est présent dans le film par le son. Hurlements, coups de fouet, ordres hurlés, le bruit des cheminées, etc. À l'image, nous n'avons que la villa et son jardin, qui est grand et qui est très bien entretenu par Edwige. Et je dirais,
à l'image et pas de n'importe quelle manière, puisque à l'invisibilité, je dirais, objective, de fait, du camp, à la non-visibilité, puisque on ne dit pas qu'il est invisible, mais il est non visible du camp, s'oppose l'hypervisibilité de la villa, puisque, on l'a déjà dit un petit peu, tout ça est filmé en numérique, avec une espèce d'hyper-définition de l'image qui fait que jusque dans le 4e arrière-plan, on pourrait distinguer une coccinelle sur une feuille, et que tout ça est filmé selon un dispositif qu'on a parfois dit, à mon avis, un peu rapidement, mais peu importe, de télé-réalité. C'est-à-dire que Glazer a disposé une dizaine de caméras dans la maison, et qu'il a demandé aux acteurs de jouer, et que les acteurs ne savaient pas, enfin, jouaient, disons, pas comme on le fait souvent dans le rapport à une caméra, mais en se promenant. Voilà. Donc on a d'un côté, au son, enfin, comment dire, on a ce camp qu'on ne voit pas mais qu'on entend, et d'un autre côté, cette villa que l'on voit, je dirais, intégralement. C'est-à-dire que rien n'échappe. On a une sorte d'hypervisibilité assurée a priori, puisque lorsqu'un personnage franchit une porte, le dispositif assure que dès qu'il l'aura franchi, on le retrouvera de l'autre côté. Donc il n'y a pas cette espèce de retard, si je puis dire, ou de suspense qu'assure normalement la mise en scène de cinéma, à savoir, quand quelqu'un franchit une porte, est-ce qu'il va y avoir une ellipse, est-ce qu'on va retrouver derrière, est-ce qu'on va rester derrière la porte? Non. Dans l'instant même où la porte est franchie, on le retrouve, je dirais, intégral. Il y a une visibilité intégrale de l'autre, avec ce qu'elle peut éventuellement connoter aussi de programmes, disons, panoptiques fascistes. Je suppose que, évidemment, Glazer n'a pas l'air d'être un étourdi. Hein, et d'un autre côté, voilà. Alors, moi, le problème que j'ai eu très fort vendredi soir lorsque j'ai vu le film, c'est comme je t'ai dit, lorsque j'ai vu le film vendredi soir, au bout d'un moment, j'ai dit non. Au bout d'un moment, j'ai senti en moi quelque chose qui disait non. Je disais, ce film, non. Pour moi, il est de l'autre côté. L'image est appropriée de ce que je peux accepter au cinéma. Et puis, entre-temps, j'ai revu ces autres films. J'ai revu le film ce matin. Je reste beaucoup de réserve, mais bon, l'inscrire dans sa propre continuité n'empêche... Je dirais créer du volume, créer de la profondeur. Pourquoi j'ai dit non? Parce que c'est vraiment la chose que je voudrais arriver à dire de plus simple. C'est que, et peut-être je l'appuierai aussi sur la comparaison avec Under the Skin. Lorsqu'on me montre ce que l'on voit dans le film, c'est Rudolf Höss, sa femme, leurs enfants, leurs domestiques. Donc un environnement nazi à 80, je dirais 92%, parce que les domestiques ne le sont pas. Voilà. Bon. Moi, j'ai eu le sentiment au bout d'un moment que tout ce que le film nous donne à voir, c'est pas facile à dire, mais comment dire, moi j'ai besoin, pour voir un film et pour être dans le film, j'ai besoin que ce qu'on me donne à voir me soit vraiment donné à voir. Alors, je vais donner un exemple, qui n'est pas n'importe quel, qui est Under the Skin. Under the Skin, on voit Scarlett Johansson. Et Scarlett Johansson, c'est Scarlett Johansson, c'est une star. Elle a une beauté, elle a une présence qui fait que dans l'instant où elle paraît à l'écran, avant que le spectateur puisse se dire c'est une extraterrestre, elle va tuer des gens, elle est en rapport avec une humanité qui n'est pas la sienne, elle est quand même présente comme image pendant quelques instants sur laquelle on peut appuyer son regard. Voilà, moi j'ai le sentiment dans la zone d'intérêt qu'au bout d'un moment je ne pouvais plus appuyer mon regard sur rien parce que tout ce qu'on me donnait à voir, je devais le comprendre comme autre chose. C'est-à-dire, je dirais les choses comme ça, je dirais qu'il faut... Moi là-dessus, je pense, disons... je pense pas comme lui, si je pense comme Deleuze qui disait par exemple il n'y a pas de grand art contre. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas faire un film si toute image qui nous est proposée, elle est tout de suite mise à l'envers, retournée comme une peau pour utiliser ta métaphore. Voilà. Donc je me disais mais c'est pas possible parce que si ces gens que je vois vivre, je dois à chaque fois comprendre qu'en fait sous couvert de se balader dans le jardin, ce sont en fait des salopards intégraux. Bon, d'une certaine façon, c'est-à-dire si dans chaque plan de la villa je dois faire entrer un autre plan qui est l'horreur des camps, je me dis, mais pourquoi pas me mettre de l'autre côté, finalement? Est-ce que c'est un peu clair, ce que je dis? Oui, ça me paraît clair. J'ai le sentiment, il faut que la beauté, moi je dirais, il faut que la beauté, même si elle est illusoire, me soit d'abord vraiment présentée comme beauté de fait, pour que j'accepte dans un deuxième temps qu'elle soit fissurée, qu'elle soit retournée comme une peau, qu'elle soit vidée comme un sac. C'est une vieille, par exemple, je sais que c'est une vieille discussion qu'on peut avoir sur le cinéma de David Lynch. Les gens disent oui,
Lynch, il nous montre la vie pavillonnaire, et en fait, il veut nous montrer que c'est un cauchemar. Non, Lynch, il adore la vie pavillonnaire. Il l'adore, cette vie. Ou on peut prendre aussi Jacques Tati et mon oncle, puisque certains ont comparé la villa de Zone Internet à la villa de mon oncle. Mais Tati, c'est ce que tous les gens qui ont vraiment compris Tati ont dit. Tati, il n'a pas de haine contre le monde moderne. Sinon, il n'aurait pas consacré tous ses films à la description de ce monde. Il a des sentiments sans doute mitigés, mais en il est l'occurrence, suffisant. c'est pas le programme de Glazer. Enfin, ce Non, que mais tu décris, dire... c'est ce que tu aimerais voir, toi. Mais non, mais ce que je veux dire... Oui, c'est pas le programme de Glazer. J'entends bien, je décris ma réaction de spectateur. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, par rapport à des films comme ça, les arguments qui reviennent... Pardon, je m'enflamme un peu, moi aussi, les arguments qui reviennent, c'est... il est fasciné. Moi, c'est ce que j'attends d'un cinéaste, qu'il soit fasciné. Quand on prend toujours la fascination comme étant un sentiment ambigu, douteux et malsain. Non, moi j'attends qu'un cinéaste nous dise « ce que je vous montre m'intéresse ». Et j'ai le sentiment, moi, en tout cas la première vision de Zone d'intérêt, qui nous dit à bout d'un moment « ce que je vous montre ne m'intéresse pas ». Ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Et ça a fini par me sembler odieux. Emmanuel, je coupe de manière brutale cet entretien. La suite, c'est dans le prochain épisode, la semaine prochaine. Merci à toi. Mais merci à toi. Bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and 1 of me.